Allez, on va continuer avec... super. On va continuer avec cette table ronde. Alors, on a pris un petit peu de retard. On est censé être ensemble pour une petite heure. Et puis, on essaiera de vous libérer un maximum pour que vous puissiez aller vous restaurer à 13 heures. Alors, on est sur une table ronde qu'on a intitulée le Grand Reims, un territoire de pointe autour de la bioéconomie, donc sujet qui sera à l'honneur sur cette table ronde. Avant de commencer, je voudrais remercier notamment les organisateurs et puis un remerciement chaleureux pour Honorine Katir, donc du CBB, avec qui on a préparé cette table ronde. Et j'ai la chance d'avoir avec moi 5 excellents intervenants qui vont vous parler bioéconomie et sur lequel on va parler notamment du positionnement du Grand Reims et de ses acteurs autour de la thématique bioéconomie. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Guillaume Joly, je suis le chef de la mission bioéconomie pour la région Grand Est. Et donc, j'ai à mes côtés 5 intervenants, dont le premier, Christophe Clément, qui est vice-président du pôle de compétitivité bioéconomie for Change. Donc ça, c'est sa première casquette. Il a 2 casquettes, Christophe, aujourd'hui, parce qu'il est aussi premier vice-président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. À côté de Christophe, nous avons Anne Desvéronnières, qui est vice-présidente environnement, transition énergétique, bioéconomie, communauté urbaine à la communauté urbaine du Grand Reims. Merci Anne d'être avec nous. Nous avons Paul Klein, qui est consultant opérationnel et stratégique de start-up innovante pour Quest for Change. Kevin Magnard, qui va représenter l'URD ABI et le CBB, le Centre européen de biotechnologie et de bioéconomie, qui est en charge du business développement pour l'URD ABI. Et puis Alexis Ranou, qui est avec nous, qui est responsable des opérations stratégiques pour le Givaudan Active Beauty et qui notamment nous parlera de l'histoire finalement sur Pomac Bazancourt, de Soliance jusqu'à Givaudan. Donc voilà pour la présentation des acteurs. Ce que je vous propose peut-être, c'est de commencer par prendre un petit peu de hauteur. Alors, vous l'avez vu, le sujet de la table ronde, c'est le Grand Reims. L'objectif, c'est de vous présenter un peu le panorama de ce qui se fait au niveau du Grand Reims autour de la bioéconomie avec ce qui se passe de point de vue emblématique. Je proposais peut-être de commencer en prenant un petit peu de hauteur et vous montrer que les planètes sont assez alignées, parce qu'on a, dès 2012 par exemple, si on se met au niveau européen, la Commission européenne s'est dotée d'une stratégie bioéconomie en 2012, qui a été ensuite révisée en 2017. Le niveau national, l'échelle nationale, la France s'est dotée d'une stratégie, elle, en 2017, donc 5 ans après la stratégie européenne, qui a elle-même été révisée en 2021. Et puis la région Grand Est, que j'ai la chance de représenter aujourd'hui, avait réalisé des états généraux de la bioéconomie en juin 2018, qui avaient permis de mettre sur pied une première stratégie 2019-2022. Stratégie 2019-2022, alors vous voyez sur les différentes échelles. Donc on a une stratégie européenne, une stratégie nationale et une stratégie régionale. On verra par la suite dans la table ronde le positionnement du Grand Reims et comment le Grand Reims s'est doté aussi d'une propre stratégie autour de ce développement sur la bioéconomie. Mais avant de commencer cette table ronde, je vous propose une petite vidéo pour vous présenter. Alors c'est une vidéo qu'on avait construite et qu'on a présentée lors des seconds états généraux de la bioéconomie qui avaient lieu à la foire de Châlons cette année, qui ont permis à la fois de présenter le bilan de cette première stratégie régionale 2019-2022 et de porter sur les fonds baptismaux une nouvelle stratégie à horizon 2030 qui aura pour objectif d'être encore plus ambitieuse, plus durable, plus circulaire et finalement qui sera encore plus importante que ce qu'on a fait sur la première. Voilà, je propose peut-être qu'on voit cette petite vidéo. La bioéconomie englobe toutes les activités de production et de transformation de la biomasse, autrement dit du végétal, qu'il soit d'origine agricole, forestière, voire aquacole. Et dans le Grand Est, le développement de la bioéconomie est fulgurant. C'est aujourd'hui 8% des emplois salariés, avec une croissance 3 fois supérieure aux secteurs les plus importants. La région souhaite accompagner ce développement. Elle y consacre environ 40 millions d'euros par an et les résultats sont là. Bioeconomy for Change accompagne en fait depuis plus de 17 ans la région Grand Est dans sa stratégie sur la bioéconomie.
Cette stratégie est déclinée en différents comités d'orientation stratégique qui donnent lieu à la création de contrats de filière. Les domaines évoqués sont les bioénergies, les produits et les matériaux biosourcés et aussi les protéines végétales. Cristal Union s'est tout naturellement impliqué dans cette stratégie bioéconomie du Grand Est en tant qu'opérateur majeur d'alcool et de bioéthanol. Ce travail réalisé avec la région Grand Est nous a permis d'abord de faire de la pédagogie auprès du grand public, d'expliquer quels étaient les atouts de ce biocarburant. Mais également, ça permet à la région de mettre en avant un de ses atouts forts, qui est sa situation agricole et la force de sa production de produits agricoles. Les biointrants, ça repose sur des solutions naturelles ou issues de la biomasse. Par exemple, le biocontrôle qui fait partie des biointrants utilise des mécanismes naturels qui permettent de contrôler les insectes et les maladies qui s'attaquent aux cultures. Aujourd'hui, il y a encore des freins au déploiement des biointrants, notamment du biocontrôle. Pour y arriver, il faut développer des solutions innovantes. Il faut aussi que les agriculteurs s'approprient ces nouvelles solutions. Ça demande des changements de pratiques. Et puis également qu'ils acquièrent la technicité pour les mettre en œuvre. L'industrie textile dans le Grand Est est très importante. Elle est implantée dans 3 grands bassins, le bassin alsacien, le bassin vosgien et la filière textile du côté de Troyes. L'ensemble représente à peu près 10 800 emplois, ce qui en fait une des premières régions textiles de France. La filière textile Grand Est est très impliquée dans le projet d'économie biodiversité porté par la région. Cet engagement de la filière textile se traduit par des investissements significatifs, tant au niveau de la filature qu'au niveau de matériel pour filer et tisser et tricoter des produits issus de la biodiversité. Pour l'avenir, nous sommes confiants parce que partout, les bioraffineries sont en train de se développer et font émerger une nouvelle économie utilisant des ressources renouvelables. Donc c'est un formidable challenge qui est en train de se concrétiser et vraiment, la région Grand Est est leader incontesté en la matière. Voilà, alors c'était donc une petite vidéo pour montrer donc déjà les premiers résultats de cette stratégie bioéconomie régionale 2019-2022, quelques sujets à l'honneur. Je pense qu'on va compléter par quelques sujets. Je propose donc maintenant de passer peut-être la parole à Christophe Clément, donc, avec sa casquette de premier vice-président du pôle de compétitivité Bioeconomy for Change. Peut-être un petit mot sur Bioeconomy for Change. Combien d'adhérents aujourd'hui, ce que ça représente ? C'est mieux comme... Ah oui, c'est mieux comme ça. Alors, merci Guillaume. Et puis merci de m'avoir convié avec mes 2 casquettes. Donc je te dis 2 fois merci à cette table ronde. Donc Bioeconomy for Change, c'est l'ancien pôle de compétitivité IAR, Industrie Agro-Ressources, qui a changé de nom début 2022 et qui recouvre actuellement 500 adhérents. 500 adhérents qui sont gérés par une équipe de 35 personnes et dont la moitié, un peu plus de la moitié, concerne des PME, des TPE et des startups. Donc depuis l'an dernier, ce pôle de compétitivité est étalé sur 3 régions, puisqu'on était historiquement à cheval sur la région Hauts-de-France et sur la région, enfin en fait Picardie et Champagne-Ardenne, puis Hauts-de-France et Grand Est, et puis on vient de s'associer avec la Normandie pour étendre le champ des activités compte tenu des adhérents et de la volonté forte de cette région d'intégrer le pôle IR, enfin le pôle B4C, pardon. Oui, tout à fait. Merci Christophe. Alors, on l'a vu aujourd'hui, enfin, la bioéconomie, c'est pas neuf. On pourrait aussi faire un certain nombre de références. On a eu sur la table ronde précédente en dire que ça vient de... On avait déjà la bioéconomie lors du temps de la Mésopotamie. Enfin, on avait cette bioéconomie qui est assez récente. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette bioéconomie, dans l'actualité du moment, elle a une vraie reconnaissance aujourd'hui et tout le monde aujourd'hui parle de bioéconomie. Aujourd'hui, quels sont véritablement les enjeux qui sont les nôtres et les grandes tendances au niveau national et européen qui tournent autour de la bioéconomie, notamment du fait du contexte d'aujourd'hui? Alors déjà, tout bêtement, c'est la bioéconomie à l'échelle nationale. Ça représente 1,9 million d'emplois au global et un chiffre d'affaires qui avoisine les 320 milliards d'euros
Donc c'est pas neutre au plan économique. Après, si on vient vraiment en quoi la bioéconomie entre en résonance avec l'actualité, on évoque bien évidemment toutes les questions liées à la souveraineté énergétique et alimentaire, compte tenu du contexte international un peu chahuté ces derniers temps. Et puis la bioéconomie offre des solutions durables contre les dérèglements climatiques. Et donc là aussi, c'est un enjeu extrêmement important à l'heure actuelle. Et rien que ces deux aspects-là font de la bioéconomie finalement quelque chose qui devient incontournable à tous les niveaux et dans tous les pays. Oui, c'est important. Et puis, enfin, on le voit sur l'actualité du moment, la guerre en Ukraine, cette difficulté énergétique, ces besoins, on l'a vu dans le cadre du Covid, de recentrer peut-être ces matières premières en local. Comment la bioéconomie aujourd'hui, elle répond à tous ces enjeux? Comment finalement la bioéconomie fait résonance à ces grands challenges du moment? Eh bien, alors, il y a historiquement la production alimentaire qui fait partie intégrante de la bioéconomie. Et puis ensuite, alors sur la partie énergétique, il y a tout ce qui concerne les bioénergies, tout ce qu'on peut faire à partir de plantes, comme l'a dit le vice-président tout à l'heure, que ce soit donc des biocarburants, que ce soit de l'hydrogène, que ce soit d'autres sources de carburant. Donc ça, pour la partie énergie, il n'y a vraiment pas de problème particulier en tant que solution. Pour ce qui concerne les dérèglements climatiques, eh bien, c'est tout ce qui concerne finalement la partie durabilité de la bioéconomie, que ce soit sur la production, puisque là on est sur la production durable quand on rentre dans le chapeau bioéconomie, et puis derrière tout ce qui concerne les process qui sont de plus en plus en lien avec la qualité de l'environnement, que ce soit vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre ou que ce soit vis-à-vis des effets néfastes de l'activité humaine envers l'environnement. Ouais, complètement. Et comment cette bioéconomie aujourd'hui, on la rend encore plus durable, acceptable, circulaire finalement? Comment on fait aujourd'hui pour que des territoires comme le territoire du Grand Reims, et on en parlera ensuite avec Anne, comment les territoires peuvent s'impliquer dans cette bioéconomie et s'approprier ce sujet de la bioéconomie? Qu'est-ce qui fait que les territoires peuvent aujourd'hui être partie prenante dans la bioéconomie? Alors ça, il y a plusieurs raisons et je pense que tous les collègues autour de la table peuvent répondre en partie à cette question. Il y a d'abord un historique fort de l'agriculture dans notre région en particulier, et sur le Grand Reims notamment. Il y a également tout le maillage actuel des sols agricoles, puisqu'on a plus de moitié de nos sols en Grand Est qui sont occupés soit pour l'agriculture, soit pour la sylviculture. Donc ça, c'est aussi un point important, et que derrière, il y a une volonté forte d'une part d'améliorer la richesse, de créer de la valeur pour nos agriculteurs, et d'autre part de sortir des énergies fossiles et de tout ce qui concerne l'économie pétro-sourcée. Donc ça, plus toutes les forces en présence et les volontés politiques fortes à l'échelle locale, à l'échelle régionale, nationale et européenne, tu l'as rappelé tout à l'heure Guillaume, font que finalement, comme on dit, tous les feux sont ouverts, toutes les planètes sont alignées, utilisez l'expression que vous voulez, mais enfin, on a un boulevard devant nous pour ce qui concerne le futur de la bioéconomie sur tous les plans finalement. Ouais, on pourrait résumer en disant que la bioéconomie, c'est une économie d'avenir, en plus d'être une économie du biosourcé. Peut-être pour finir sur B4C, donc on a entendu 500 adhérents. On est aujourd'hui sur un événement plutôt dédié start-up. C'est quoi la place des start-up chez B4C? C'est quoi en termes de nombre et d'accompagnement? Alors, près de la moitié des 500 adhérents sont des TPE, des PME et des startups. Donc, pour les TPE et PME, beaucoup sont issus de startups. Et donc, voilà, les startups, c'est une population importante des adhérents de B4C qui, au-delà d'offrir des services à ces startups, peut accompagner les jeunes chefs d'entreprise qui souhaitent se lancer dans l'aventure de la startup au travers de plusieurs activités et plusieurs services. Donc un activité boost qui est dédié à l'accélération pour la mise en place de startups et qui se traduit notamment par un accompagnement sur mesure des projets,
par, d'une part, également facilitation d'accès à un réseau d'industriels qui font partie du pôle, et puis mise en relation avec des investisseurs, puisque nous avons au sein du pôle B4C un club des investisseurs avec une vingtaine d'investisseurs, parmi lesquels, c'est compliqué de les citer, mais on peut en citer quelques-uns assez emblématiques, que sont Demeter, Finovam, le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, Rocket, Sophie Protéol, etc., etc. Donc, pour il y a par ailleurs un guide des investisseurs qui a été édité et qui traite du potentiel de la bioéconomie en termes de croissance et puis des opportunités de financement durable pour les startups. Et donc, il y a tout un environnement, tout un écosystème au sein de B4C qui est entièrement dédié aux personnes qui souhaitent développer, monter une startup. Merci Christophe. Donc toutes les startups ont toute leur place dans B4C. Elles sont les bienvenues pour être accompagnées et pouvoir prédire les innovations et les produits de demain. Merci Christophe. On va passer la parole à Anne Devéronnière. Donc Anne Devéronnière qui est vice-présidente environnement, transition énergétique, bioéconomie à la communauté urbaine du Grand Reims. Peut-être Anne, pour commencer, peut-être un petit mot sur la communauté urbaine du Grand Reims. Le nombre que ça représente aujourd'hui. Oui, bonjour à tous, bonjour à chacune et à chacun. Donc effectivement, nous sommes 143 communes aujourd'hui sur le Grand Reims, principalement des communautés de petite taille. On a 60% de la population environ qui habite sur Reims et 40% sur le reste du Grand Reims. Merci. Alors, on l'a vu, donc on va vraiment être dans le cœur de notre table ronde qu'on avait intitulée Le Grand Reims, territoire de pointe de la bioéconomie. Donc, on a différentes stratégies, différents plans d'action. Qu'en est-il du Grand Reims aujourd'hui? Quel est finalement le projet de territoire du Grand Reims en lien avec la bioéconomie et depuis combien de temps finalement il se structure ce projet et quel est-il aujourd'hui? Alors, nous avons voté l'année dernière notre projet de territoire. En fait, un projet de territoire, ça sert à quoi? Ça sert à voir comment on va organiser notre vie, notre économie sur les 15 années à venir. Donc nous avons décidé qu'effectivement, sur le Grand Reims, nous souhaitions être un territoire d'innovation, un territoire référent en matière de bas carbone, et nous souhaitons faire de la bioéconomie notre fer de lance, l'étendard de l'économie sur notre territoire. Pourquoi? Parce qu'on y croit. Parce que l'économie du vivant, c'est l'économie qui peut véritablement nous servir à tout ce qui va servir notre qualité de vie et notre santé, toutes les industries qui sont sur le territoire. Donc on a environ 5000 entreprises sur le Grand Reims qui sont liées à la bioéconomie. C'est énorme. Donc, on a les opérateurs historiques, tels que Givaudan, ARD, ADM, mais on a aussi d'autres acteurs qui vont être liés à la minoterie. Ce sont par exemple des meuniers, la production de biscuits, la construction de béton de chanvre ou de peinture. On a de l'alimentaire, du domaine alimentaire, on a des désherbants biosourcés qui sont faits sur le territoire, des produits d'entretien biosourcés, mais on a aussi également des startups qui vont travailler sur du cuir biologique, du marc de café pour des composites bio, ou encore des vers qui vont manger les plastiques. On a également des outils d'aide à la décision qui sont faits pour l'agriculture, ou des robots qui vont servir à l'agriculture. Donc on a vraiment beaucoup d'acteurs visibles et d'autres qui seront là demain. Et on espère les attirer parce que nous souhaitons être un territoire d'innovation et on veut le dire, le redire et le redire. Sur le Grand Reims, nous allons mettre en place toutes les énergies pour vous aider. Vous avez une idée, vous avez une envie, venez, on va vous aider à les mettre en place. Vous mettre en relation avec les acteurs, créer des synergies et utiliser les acteurs qui sont présents sur le territoire pour vous aider. Nous souhaitons être un territoire d'audace, d'innovation et de référence en développant des sites dédiés à la bioéconomie, en ayant une dynamique de recherche autour des gisements et des usages de la bioéconomie. Pour cela, par exemple, nous mettons 3 millions d'euros chaque année qui sont dédiés à la recherche sur la bioéconomie, tant avec l'URCA qu'avec le CEBB, le Centre européen de biotechnologie et de bioéconomie qui est basé à Pommacle. Donc nous voulons conforter la présence des acteurs historiques et donc conforter nos emplois et également créer des emplois avec des opérateurs qui arriveront demain. L'objectif, c'est d'être un facilitateur pour vous de la création d'un écosystème et d'être un fédérateur des activités économiques.
Merci. Donc 5000 structures dans le cas du Grand Reims qui sont aujourd'hui impliquées dans la bioéconomie de près ou de loin. Si on parlait un peu des forces vives du Grand Reims, c'est quoi les totems finalement du Grand Reims, et qu'est-ce qui va aujourd'hui permettre finalement autour de ces totems de pouvoir impliquer l'ensemble des acteurs, de faire venir d'autres acteurs. Enfin, c'est quoi les totems, si on avait quelques totems à citer? Nos totems, nos forces, ce sont nos spécificités en fait. C'est lié à notre histoire, l'histoire du champagne, de l'agriculture et notre volonté aussi pour le futur avec notre projet de territoire. Les talents, ce sont nos chercheurs, nos industriels, nos agriculteurs qui ont une image d'excellence. On a une volonté affichée de grandir ensemble parce que notre credo, c'est ce qui nous lie, nous grandit. Nous sommes un territoire référent en matière de neutralité carbone et de transition écologique. Pour vous donner quelques chiffres, la bioéconomie sur le Grand Reims, c'est 8500 emplois, 5400 établissements qui sont liés à la bioéconomie, environ 21% des établissements sur le territoire, alors qu'au niveau national, on est plutôt à 14%. 50% provient de la production primaire de biomasse, avec 700 agriculteurs et 1700 viticulteurs. Quelques dizaines d'agro-industries, avec donc de la moutarde, des biscuits roses, le sucre, l'éthanol, le biocarburant ou encore la cosmétique. Le reste, c'est l'artisanat. Les boulangers, les pâtissiers, les maroquiniers et les ébénistes. On a 200 chercheurs sur le territoire qui travaillent avec nous et qui sont soutenus financièrement tant par le Grand Est que par le département ou le Grand Reims. Par exemple, le CEBB, dont je parlais tout à l'heure, a touché depuis le début de son histoire 65 millions d'euros de la part du Grand Est, du département et du Grand Reims en 12 ans. Donc nous avons une bonne base pour créer un territoire innovant et pérenne, et afin de devenir la capitale européenne de la bioéconomie. C'est en renforçant nos collaborations, la collaboration des acteurs, que nous ferons émerger des nouveaux projets. L'innovation, c'est la clé pour la création de valeur sur le territoire. Pour que les idées puissent circuler, nous allons créer prochainement un club de la bioéconomie, pour que vous puissiez tous mettre en commun vos idées, vos envies, et partager. Pour qu'un industriel, par exemple, une start-up qui a besoin du supercalculateur Roméo, puisse aller demander à l'URCA de l'aide. Ou encore pour qu'une entreprise qui va travailler sur la stratégie bas carbone et qui va faire un produit qui va réduire les émissions de gaz à effet de serre puisse tester en temps réel avec Aérolab de l'URCA, encore une fois, pour voir si ces éléments sont bien factuels et si ces prédictions sont bien bonnes. Donc en fait, peu de territoires en France ont un bouquet d'acteurs aussi impliqués. On a une agriculture de pointe, on a des centres R&D et qui ont des fortes coopérations et d'innovation. Une marque de la bioéconomie en fait, qui est celle de tout un territoire, la Champagne. Et on a également l'alliance entre une grande ville, Reims, et ces territoires ruraux qui sont tout autour. Et vous, avec vos idées et vos envies? Merci beaucoup Anne. On va peut-être passer la parole à Paul, donc Paul Klein, qui est donc consultant opérationnel et stratégique de start-up innovantes pour Quest for Change. Alors peut-être la première question, c'est Quest for Change. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Bonne question. Bonjour à tous. Alors Quest for Change, c'est un réseau d'incubateurs situé dans le Grand Est. Donc c'est une structure qui va regrouper 5 incubateurs répartis sur 6 lieux, puisque parmi ces 5 structures, il y a l'incubateur Semia qui couvre 2 lieux en Alsace, à Strasbourg et à Mulhouse. Et on va avoir The Pool à Metz, K-Alpha à Épinal, Rimbotech à Charleville-Mézières, et puis le plus proche, Innovact, basé ici à Reims. Voilà. Et donc c'est un réseau d'incubateurs. Donc un incubateur, c'est quoi ? C'est une structure qui est dédiée à l'accompagnement de projets de création d'entreprises innovantes. Donc on est vraiment sur un stade relativement amont de l'accompagnement. Et on va accompagner ces projets innovants dans leur réflexion sur leur feuille de route d'innovation, sur les marchés qu'ils peuvent adresser, sur la constitution de l'équipe, et puis voilà, les amener dans les différentes étapes et la structuration de cette feuille de route. Combien de projets accompagnés ? Alors, à l'échelle de l'ensemble du Grand Est, on parle de plus de 230 projets qui sont actuellement accompagnés. Dans toutes les thématiques qu'on couvre, et ça regroupe à la fois de l'incubation individuelle, donc c'est un suivi individualisé qui est proposé aux porteurs de projets, et l'incubation collective qui est une phase de pré-incubation et qui va être proposée à des porteurs de projets en amont de l'incubation individuelle, en amont du passage devant un comité d'engagement.
Et donc sur la bioéconomie aujourd'hui, vous avez beaucoup de projets qui sont accompagnés sur la bioéconomie? Alors c'est une bonne question, c'est une verticale qui est en train de se structurer. Aujourd'hui on a entre 30 et 35 startups sur l'ensemble des startups qu'on accompagne qui rentrent dans la définition de la bioéconomie. Alors la définition, c'est-à-dire celle qui a été adoptée par la région avec les 5 axes. Donc on va parler de bioénergie avec des solutions autour de la méthanisation. On va parler de biochimie avec de l'extraction de composés d'intérêt pour des valorisations dans plein de secteurs, que ce soit la cosmétique, que ce soit l'alimentation, que ce soit éventuellement la pharmaceutique. On va parler de biomatériaux, évidemment. Et puis, j'intègre dedans également tout ce qui est alimentation durable et agriculture durable, ce qui fait le lien avec la vidéo qu'on a vue. Et donc, voilà, cette grosse trentaine de projets couvre les 5 dimensions en fait, qui rentrent dans la bioéconomie. Et sur ces projets aujourd'hui, c'est quoi les tendances? Et on a plus de projets qu'avant? C'est finalement par rapport à... Enfin, aujourd'hui, on a beaucoup plus de startups qui se lancent sur ces activités, ou c'est finalement le flux qui est à peu près le flux normal que vous avez depuis quelques années? Alors, je vais répondre en 2 temps. À l'échelle du territoire, comme je dis, c'est une verticale qu'on est en train de structurer. Et donc on veut, si on se revoit l'année prochaine dans une deuxième table ronde, vous annoncer des chiffres un peu plus ambitieux, parce qu'effectivement, et ça fera aussi en lien avec les collègues autour de la table, pour proposer une offre structurée qui permette d'accompagner correctement et évidemment tous les projets qui sont issus du territoire, mais aussi d'être une source d'attractivité de projets, faire le lien avec des écosystèmes parisiens, par exemple, mais pas que. Plus globalement, à l'échelle des tendances, alors moi ça fait 15 ans que j'accompagne des projets dans ce domaine-là. Il y a une évolution évidemment parce qu'il y a une prise de conscience et un intérêt croissant sur le sujet. Si je devais résumer la chose, je dirais qu'on est passé d'une logique d'opportunisme à une logique d'optimisation. Alors, au-delà de la formule, c'est pour dire qu'il y a 15 ans, les industriels s'intéressaient assez peu à leurs déchets, à leurs coproduits, et ils se sont rendus compte que d'une certaine manière, on pouvait potentiellement passer d'une logique de poste de coût à une logique de rémunération complémentaire, certes minoritaire par rapport à leur activité phare, mais qui peut être source d'un point de rentabilité supplémentaire à la fin de l'année. Et donc ça a été la prise de conscience qui s'est faite dans cette logique-là, de dire tiens, mon déchet aujourd'hui, peut-être que je peux le méthaniser, peut-être que je peux l'envoyer vers, je peux en extraire des composés d'intérêt, peut-être que je peux en faire un biomatériau. Donc ça, c'était une logique d'opportunisme au début. D'ailleurs, on parlait pas de bioéconomie, on parlait de valorisation des déchets. Ensuite, on s'est dit déchets, c'est pas bien, on va parler de valorisation des coproduits. Ensuite, on s'est dit on va parler de la valorisation de la biomasse. Et maintenant, on parle de bioéconomie qui englobe vraiment l'ensemble des dimensions qu'on a évoquées juste avant. Et pourquoi est-ce que je parle d'optimisation maintenant? Parce que on est dans une logique d'optimisation. Alors, d'optimisation fractionnée. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire j'ai une biomasse, et cette biomasse, comment est-ce que je peux en tirer la meilleure valorisation potentielle, se dire comment est-ce que je peux éventuellement extraire des composés d'intérêt qu'on peut envoyer chez nos amis de Givaudan par exemple, comment est-ce que je peux ensuite peut-être en faire un biomatériau, et puis à la fin du cycle de vie d'un biomatériau peut-être l'envoyer vers une source de valorisation énergétique. Et c'est ça, cette valorisation fractionnée qui est recherchée aujourd'hui. Et donc c'est source d'un certain nombre de recherches évidemment, mais aussi de projets, et donc c'est ce qui explique aussi ce dynamisme. Ouais, on sent qu'il y a une vraie volonté aujourd'hui de valoriser l'ensemble de nos matières premières, de trouver la bonne valorisation de chacune des fractions. Le bon exemple aujourd'hui, c'est la réflexion par exemple autour des pellets de bois. On se dit que c'est vrai, on récupère notamment des sciures pour faire des pellets de bois, mais on ne s'est pas posé la question si on ne pouvait pas extraire des molécules d'intérêt avant de valoriser en pellets et garder finalement la même utilité, le même pouvoir calorifique intrinsèque de ces pellets. C'est vraiment la question, et c'est la question des valorisations en cascade qui laisse à penser que la première valorisation reste l'alimentation humaine et animale. C'est ce qui est tout en haut de la pyramide des valorisations, mais qu'on a aussi un certain nombre de coproduits qui sont générés, qui peuvent aujourd'hui trouver des applications dans le textile, dans les matériaux, dans la chimie, etc., etc. Exactement. En fait, si vous voulez, évidemment, l'enjeu que vous venez de soulever, c'est de dire comment est-ce qu'on
on va rechercher ces voies de valorisation sans compromettre effectivement la finalité première qui est effectivement l'alimentation. Et cette compétition entre l'alimentation et les autres voies de valorisation, aujourd'hui on arrive relativement bien à y répondre justement par cette logique de fractionnement ou de cracking qui consiste à dire j'ai une filière qui produit effectivement de la biomasse et je vais pouvoir orienter et optimiser l'orientation des productions. Vous avez un projet dans le nord du territoire qui produit du seigle. Jusqu'à présent, le seigle, c'était exclusivement du grain qui était envoyé en transformation alimentaire. Et ben, vous avez maintenant des projets qui se positionnent pour récupérer la paille, en faire des pailles à boire. Et puis, une fois que vous avez découpé cette paille, il vous reste un résidu qui peut en faire un biomatériau. Voilà. Et ça, c'est nouveau. On ne s'y intéressait pas avant. Et maintenant, ça fait partie, alors c'est un exemple parmi d'autres, mais de projets qui illustrent cette logique de recherche, d'optimisation. Ça va ça répond à des enjeux évidemment d'autonomie énergétique, ça répond à des enjeux d'autonomie alimentaire, ça répond à des enjeux aussi à l'échelle d'une exploitation agricole, d'une rentabilité, de recherche de la viabilité économique de nos exploitations agricoles, etc., etc. Et alors derrière, les leviers et les enjeux, c'est évidemment des leviers de nouvelles technologies qui permettent d'optimiser avec des nouvelles technologies d'éco-extraction, etc. C'est des enjeux de prise de conscience aussi du grand public qui s'intéresse maintenant de plus en plus à ça. Et puis j'aime pas trop le dire comme un enjeu et un levier, mais c'est vrai, il y a des enjeux réglementaires aussi, des leviers réglementaires qui ont aussi poussé cette transition. Oui, bien sûr, on l'a vu avec l'arrivée de Reach ou d'autres thématiques qui font qu'il y a besoin de trouver des solutions concrètes et on a la chance dans le végétal d'avoir un potentiel assez énorme pour aller chercher des nouvelles propriétés, des nouvelles performances. Et ça, c'est notamment, alors la transition est facile, c'est notamment aussi un des aspects du CEBB. Peut-être donc on va passer la parole à Kevin Magnin, donc, qui est responsable du business développement donc pour l'URD ABI. Et plus globalement, on parlera aussi du Centre européen de biotechnologie et d'économie du CEBB. Peut-être un petit mot déjà pour l'URD ABI et puis le CEBB. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Guillaume, merci pour l'invitation. Donc le CEBB, c'est le Centre européen de biotechnologie et de bioéconomie qui est situé sur la bioraffinerie de Paumac-le-Bazancourt. En fait, c'est un centre de recherche académique partagé par 4 partenaires académiques, les 2 écoles d'ingénieurs AgroParisTech et Centrale Supélec, l'université locale qui est l'université de Reims-Champagne-Ardenne et l'école de commerce et de management Neoma Business School. Ce centre, comme l'a dit Anne, est soutenu et financé par les collectivités territoriales, la communauté urbaine du Grand Reims, le département de la Marne et la région Grand Est, et a pour objectif justement de valoriser les coproduits agricoles, coproduits industriels, locaux dans un premier temps. Je vous l'ai dit, on est situé sur la bioraffinerie, donc ce serait par exemple la pulpe de betterave ou le son de blé, mais également dans la communauté urbaine du Grand Reims, ça serait par exemple le son de moutarde. On travaille également sur des tourteaux de colza, tourteaux de tournesol, coproduits du chanvre ou sur de bois. Ces coproduits, on cherche à les valoriser en molécules à moyenne et haute valeur ajoutée pour différents types de marchés. On sera aussi bien sur la cosmétique par exemple, en molécules antioxydantes ou anti-UV que nous développons aujourd'hui avec Givaudan Active Beauty par exemple. En molécules pour la chimie fine et de spécialité, là on sera sur des solvants verts, sur des pigments et colorants naturels, des solvants verts notamment développés à partir de sur de bois en collaboration avec une start-up qui était à la base australienne, qui est aujourd'hui implantée dans la région Grand Est, que nous avons ramené en collaboration avec B4C. Également en biomatériaux et en biopolymères. On travaille par exemple avec l'URCA sur des implants pour la régénération osseuse, notamment à partir de produits faits à partir de PLA additivés avec des additifs faits à partir de son de blé. Donc toujours sur ces valorisations de coproduits agricoles. Également, on travaille sur la protection des plantes, sur la santé des cultures, sur des insecticides ou des fongicides, ou également sur des molécules chauffantes qui dérivent de nos molécules anti-UV qu'on peut sprayer à la surface des plantes afin d'augmenter leur température d'à peu près 1,5 à 3 degrés, ce qui pourrait limiter les dégâts des gelées tardives qui interviennent notamment dans nos régions.
Ouais, beaucoup d'innovation, un potentiel encore énorme. On a encore plein de choses à découvrir et plein de propriétés finalement intéressantes à sortir de ces activités. Combien en termes, si on parle un peu de propriété intellectuelle, combien de brevets aujourd'hui, combien de choses qui sont issues des travaux du CEBB? Alors, je vais parler pour l'URDABI du coup, puisque je m'occupe de la valorisation donc, de la propriété intellectuelle de l'URDABI. Et aujourd'hui, nous sommes à 17 brevets déposés. 17 en peu de temps finalement. Enfin, en peu de temps, puisque donc, le CEBB a été créé en 2012 et donc l'URDABI également, donc en 10 ans, puisque oui, c'était octobre 2012, où notre directeur, d'ailleurs le professeur Florent Allais, a été recruté. Et le CEBB s'est implanté sur le site de la bioraffinerie de Pomac-Bazancourt en avril 2016. Et nous avons commencé notre premier brevet dans une salle de travaux pratiques du Collège des Trois-Fontaines à Reims. L'innovation peut vraiment se faire partout. Mais on reste dans le Grand Reims, donc ça va, ça fait partie du Grand Reims, mais on le voit en cœur de système, sur la plateforme de Pomac-Bazancourt, proche des acteurs. Alors, peut-être, petite question, c'est qui sont les acteurs qui viennent travailler avec le CEBB et comment ça se passe? Alors, est-ce que c'est que des grands groupes? Est-ce que c'est que des PME? Est-ce qu'il y a des startups aussi qui viennent travailler et comment ça se passe notamment pour les startups? Alors, en termes de partenariat, donc on a aussi bien des partenariats avec le monde académique, et quand je parle du monde académique, c'est aussi bien local, régional, national et international. On a notamment des programmes doctoraux d'ailleurs avec une université en Australie, l'université de Monash, avec l'université de Floride également aux États-Unis. Pour ce qui concerne nos partenaires privés, ça va de la start-up au grand groupe. On a vraiment tout type. Et donc là, pour parler spécifiquement de la thématique d'aujourd'hui, de cette journée, nous menons de nombreux contrats de collaboration de recherche avec les startups, où ces startups peuvent bénéficier de l'expertise de nos chercheurs en bioéconomie. Donc là, je vais parler spécifiquement de l'URDABI, c'est-à-dire en biotechnologie, en génie des procédés, en chimie verte. Je vais donner deux exemples. Aujourd'hui, nous avons 2 startups qui sont domiciliées au sein du CEBB, qui ont été citées d'ailleurs par Anne. Il y a la startup Alternative Innovation qui cherche à substituer les plastiques pétrosourcés dans l'industrie du cuir, qui mène un contrat de collaboration avec nous, qui exploite l'un des brevets de l'URDABI, qui est incubé chez Innovact et avec qui nous allons aller plus loin avec un grand groupe. Ensuite, il me semble être adhérente de B4C, donc en fait une start-up c'est adhérente de B4C. C'est adhérente de B4C et qui a gagné d'ailleurs le prix de la présentation la plus innovante cette année à un gros événement de B4C. Donc on voit avec Quest for Change, avec B4C, avec le CEBB. Et qui a domicilié son siège social au CEBB. Autre exemple, il y a également une société qui s'appelle TMA Process, qui est en fait une société qui est dirigée par l'ancien directeur de la chaire de biotechnologie de Centrale Supélec, Marc-André Théolaire, avec qui nous développons un projet commun. On en parlait un sujet qui est très important, qui est la souveraineté énergétique, avec qui nous développons un projet où nous développons un procédé de méthanation biologique à partir des effluents de cristanol. C'est un projet qui a été financé et soutenu par l'ADEME dans un premier temps, puis par la région Grand Est, et qui allie tout un consortium de partenaires de la bioraffinerie, puisque dedans il y a aussi bien Cristal Union, ARD, la chaire de biotechnologie de Centrale Supélec, l'URDABI d'AgroParisTech, GRT Gaz et donc TMA Process, et qui est porté par TMA Process, qui est également aujourd'hui domicilié au sein du CEBB. Alors on voit tout l'intérêt que peuvent avoir les startups à venir travailler en proximité avec les différents acteurs. Merci beaucoup Kevin. Je vais repasser rapidement la parole à Christophe Clément. Alors cette fois-ci qui va prendre sa 2e casquette de premier vice-président de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc on a vu, il y a une des 4 entités du CEBB qui est une entité aussi issue de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Peut-être Christophe, le lien et pour finalement la complémentarité entre le CEBB et l'université de Reims-Champagne-Ardenne, et puis
autour. Il n'y a pas que le CEBB, il n'y a pas que l'entité de l'URCA au CEBB, il y a aussi d'autres équipes qui sont à l'URCA. Peut-être nous dire un petit mot sur le projet d'établissement, et puis on finira aussi par le lien avec les startups, parce que bien sûr, en plus donc, des outils qui ont été cités précédemment, l'URCA travaille aussi régulièrement avec des startups. Oui, alors une présentation de ce qu'on fait à l'université de Reims, Champagne-Ardenne, en termes de bioéconomie, qui est parfaitement complémentaire de ce qui se passe avec le CEBB. Puisqu'à Reims, on a 850 chercheurs, enseignants-chercheurs, dont 300 sont dédiés au travail sur la bioéconomie. Et les activités de recherche qui se déroulent à l'URCA, passe sur toute la chaîne de valeur de la bioéconomie, depuis la production durable de la ressource, avec notamment l'INRAE qui est venu en 1995 étoffer les forces ici sur Reims. Aussi tout ce qui concerne la bioraffinerie, donc que ce soit par des voies de chimie verte, que ce soit par des voies de biotechnologie blanche, que ce soit par des voies de physico-chimie, avec des applications diverses et variées, depuis la construction des bétons de chanvre, des bétons d'ortie, etc. Tout ce qui concerne les matériaux pour l'industrie automobile et l'industrie des avions aéronautiques, tout ce qui concerne les molécules plateformes qu'on peut sortir de ces coproduits, et puis des molécules à très haute valeur ajoutée pour la cosmétique ou bien pour la santé, avec notamment des liens avec CEBB et puis Givaudan. Et puis également tout ce qui concerne, je n'oublie pas la partie sciences économiques et gestion, puisque nous avons, et notamment dans la salle, 2 collègues de ce secteur-là d'activité, puisque la bioéconomie génère tout un tas de modifications à l'échelle sociétale, depuis les exploitations agricoles en lien avec méthanisation notamment, mais pas que, et puis jusqu'au plus haut sommet de l'État, puisque stratégie nationale 2018 concernant la bioéconomie et tout ce qui va avec en termes d'adaptation et de différentes propositions. Alors nous, à Reims, c'est en 2016 qu'on a arrêté officiellement notre stratégie de bioéconomie, puisqu'on a fait de la bioéconomie notre cœur de projet depuis 6 ans maintenant et pour les années à venir encore. Et non officiellement, je dirais que c'est fin des années 80, début des années 90 qu'on s'est lancé dans l'aventure, puisque l'ancien président de notre université, Jean Raymond, avec Régis de Bénat, industriel local visionnaire, ont créé le centre qui s'appelle ARD. Et j'ai plaisir à dire que les premières expériences qui ont été faites dans le cadre d'ARD se sont déroulées dans les laboratoires de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Alors plus spécifiquement sur l'avenir, donc la vision de l'université par rapport à bioéconomie, c'est d'une vision internationale, puisque nous avons maintenant suffisamment d'éléments et de personnes qui sont autour de cette thématique pour développer nos recherches et nos activités de formation à l'échelle internationale. Nous venons d'intégrer une alliance européenne qui s'appelle INVEST et qui a pour objectif la durabilité des territoires ruraux, et donc qui inclut de plein pied, et c'est là notre apport, c'est tout ce qui concerne la partie bioéconomie, et donc valorisation de la ressource dans un contexte de production durable de cette ressource. Et donc nous avons validé l'an dernier, cette année, un projet PIA de 22 millions d'euros pour les 10 années à venir, qui s'appelle Exebio et qui vise la mise en place d'un institut international de bioéconomie durable, et qui s'articule autour de trois axes. Un axe pour l'excellence de la recherche, un axe sur la formation au niveau master-doctorat, et puis un axe sur valorisation-innovation, donc avec la mise en place d'un pôle universitaire d'innovation dans les prochaines années. Alors, plus spécifiquement sur les startups, il y a plusieurs éléments et plusieurs choses à dire au niveau des startups. C'est d'une part une volonté forte désormais depuis quelques années maintenant d'inclure systématiquement l'entrepreneuriat au programme des différentes formations, notamment au niveau master et au niveau doctorat, avec des options qui sont plus que des options, qui sont des enseignements obligatoires. Notre pépite, donc notre structure qui permet d'aller identifier parmi les étudiants ceux qui sont à même de développer des startups, et pas simplement sur la partie bioéconomie, mais aussi dans d'autres secteurs pour lesquels nous avons des activités. Ensuite, nous accompagnons les démarches de start-up autant qu'on le peut, avec un exemple récent qui est celui de NatExplore, qui concerne directement la bioéconomie et qui vise, cette fois-ci en lien avec ABI notamment,
qui vise la valorisation des molécules issues d'écorces d'arbres, donc dans le contexte des coproduits de la sylviculture. Et puis nous hébergeons, donc c'est un certain nombre de startups avec là aussi NatExplore qui est hébergé dans nos locaux actuellement, et une autre qui s'appelle Innovorga qui développe des solutions de chimie verte pour la valorisation de coproduits depuis une dizaine d'années maintenant. C'est plus vraiment une startup, mais elle était rentrée sous forme de startup et elle est toujours là à l'heure actuelle, c'est qu'elle s'y trouve pas si mal. Quoi dire d'autre, si ce n'est que nous avons aussi investi dans la SatNor, donc la station d'accélération et de transfert de technologie, puisque nous avons 3 postes au sein de cette SAT. Et la SatNor, elle est articulée autour de Lille, Amiens et Reims. Et c'est Reims, au travers de ses activités à l'université, qui est le plus petit, mais aussi le plus actif en termes de dépôt de brevets. Dépôt de brevets sur cette dimension-là, depuis 5 ans, on vient de faire le bilan avec le ministère, c'est 34 brevets déposés par l'université. Et puis peut-être dernier point, c'est la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent, pour les startups qui démarrent, d'avoir accès à tout notre panel de techniques et de technologies. Et donc on vient de finaliser un projet qu'on a à cœur depuis un moment, qui est la fédération de nos plateformes techniques et technologiques, qui regroupe plus de 160 équipements high-tech et qui représente, en incluant Roméo dedans, plus de 35 millions d'euros d'investissement au cours de ces 20 dernières années. Donc voilà, nous sommes de notre côté prêts également à participer et à contribuer au développement et à l'accueil de startups toutes dimensions dans le domaine de la bioéconomie et aussi sur d'autres domaines. On peut se poser la question si on peut faire difficilement mieux quand on vous écoute en termes d'accueil, d'accompagnement, et, clé en main, y compris avec cette stratégie du territoire au niveau du Grand Reims. Merci Christophe. On va passer la parole à Alexis Ranou. Donc, je rappelle, donc, Alexis donc, est responsable des opérations stratégiques chez une start-up. Une petite start-up qu'on appelle Givaudan Active Beauty. Alors, start-up, c'est pour la blague, mais ça a commencé comme ça finalement. C'était il n'y a pas si longtemps, on était encore une start-up. Oui, on peut dire ça. Alors, ça a commencé, je dirais, par des agriculteurs visionnaires, je dirais des familles de Launois, de Bohan, Mongeard, qui finalement se sont dit on a des quotas européens, on vend notre matière à des prix garantis, on va prendre des risques, on va se dire, on va essayer de faire de l'intégration verticale, on va essayer d'innover. Et donc, l'idée était simple, on va faire du cracking végétal et derrière, on va essayer de le valoriser. Ils se sont appuyés sur une personne qui a été citée, Régis de Bénat, qui était un chercheur qui lui aussi avait une vision par rapport à la matière première végétale. Et donc, c'est de se dire, c'est bien, on standardise des molécules, mais après, il faut les fonctionnaliser pour leur donner une valeur ajoutée. Et comment on les fonctionnalise ? Finalement, on va choisir 2 grandes technologies, la chimie verte et la fermentation. Et à partir de là, ARD a commencé sur des axes de grande fabrication comme l'alcool, qui est devenu partie de notre carburant à une partie relativement faible, mais qui nous a permis quand même d'intégrer une production locale de notre énergie, et vers des produits sur des quantités qui potentiellement sont moins importantes mais assez intéressantes, comme les tensioactifs, sur des sucres non digestibles par l'homme, donc avec une idée de valorisation de produits qui sont non alimentaires également. Et puis enfin, quelque chose où il fallait s'appuyer sur de l'innovation, des molécules plus rares, des molécules un peu plus, on va dire, à haute valeur ajoutée, la cosmétique. Et là, Régis de Bénat est parti et s'est appuyé sur des grands groupes français qui voulait développer la biotechnologie française. Et donc, je cite, parce que L'Oréal a été un des pères de la société Soliance, qui est une spin-off finalement d'ARD, en leur disant, voilà les typologies de molécules dont nous avons besoin. Donc, l'esprit start-up, c'était un peu de dire, voilà ce dont nous avons besoin. Vous êtes assis sur un tas d'or qui est la biomasse. Vous avez la technologie, les chercheurs. Maintenant, vous n'avez plus qu'à réaliser sur des molécules un certain nombre de choses. Nous, on a les marchés. Et donc, il y a une espèce de deal entre les agriculteurs, les chercheurs, finalement, des gens qui sont devenus industriels, parce qu'au départ, ils étaient que chercheurs, et des grands de la cosmétique française pour pousser ce développement. Donc ça a été une histoire, je pense, une belle success story, mais avec chacun à son niveau, une prise de responsabilité, et la plus grosse prise de risque a été faite, je pense, par les agriculteurs. Ils ont quand même investi plus de 300 millions sur ce site, avec des gens qui, au départ, avaient tout à perdre. Et ils étaient quand même dans une situation où ils n'avaient pas de risque à prendre pour réussir à faire tourner leurs exploitations. Et ils se sont dit, non, on ne va pas s'arrêter à ça.
Et je trouve que c'est quand même exemplaire. Et c'est pour ça qu'on est implanté à Reims. C'est quand même grâce à ces agriculteurs qui, quelque part, ont été innovants dans la façon de faire en disant on ne va pas faire que de la culture. Derrière, on va développer des industries de fractionnement pour faire des molécules standards et les fonctionnaliser pour donner aussi des emplois à nos enfants, une perspective à nos villes et de la valeur ajoutée à cette biomasse. Voilà, c'est le témoignage que je voulais donner par rapport à cet esprit start-up, je pense, qui vient de nos agriculteurs au départ et qu'on doit reprendre. Oui, et qui étaient des visionnaires, qui avaient déjà, enfin, qui faisaient déjà de la bioéconomie avant qu'on parle de la bioéconomie, de la bioraffinerie, et qui avaient compris qu'il fallait développer de la valeur ajoutée à partir des coproduits agricoles, qui étaient ceux notamment de la sucrerie et de la midonnerie, qui étaient déjà positionnés. Ce qu'il faut comprendre à l'époque, c'est qu'on était à une époque de quotas. On était à une époque où il y avait des gels de terre. On était à une époque où les agriculteurs se demandaient comment ils allaient écouler leur matière, puisque la PAC, au début, était faite pour donner une autonomie alimentaire à l'Europe. Et puis, elle est devenue tellement productive. On a fait quand même x2 en capacité de production, en diminuant par 2 la quantité des intrants. Quand même voir ça aussi. Qu'ils se sont retrouvés avec des excédents que l'Europe devait payer. Et donc, ils se sont dit non, on ne va pas continuer comme ça. Il faut qu'on trouve une autre valorisation et des valorisations sur le non alimentaire et l'alimentaire. Aujourd'hui, ça se retourne. On commence à être sur un marché où il n'y a pas l'abondance. Par contre, le non alimentaire, tout ce qui a été fait, il faut le pousser parce qu'on sait qu'il y a de la valeur ajoutée. Ouais, c'est renouvelable. Et c'est renouvelable, c'est durable et c'est circulaire au sens du territoire. Cette start-up, donc Soliance, qui finalement est une spin-off d'ARD, elle va avoir une durée de vie de combien de temps et finalement, quand est-ce que Givaudan va arriver dans le système? Alors, Soliance a donc été créé dans les années 90, 94 exactement, et donc Givaudan est arrivé en 2014. Donc au bout de 20 ans, on a eu cette arrivée à maturité. Alors pourquoi les agriculteurs finalement et les coopératives se sont dit on va vendre Soliance à un groupe industriel? C'est parce qu'ils ne pouvaient pas continuer à investir dans tous les sens et partout. Ce n'était pas leur core business, la cosmétique, c'était une spin-off. Et ils se sont dit, voilà une société qui potentiellement est capable de le faire, qui est déjà sur 2 sens, l'odeur et le goût, pourquoi pas le toucher avec la cosmétique. Et donc, ça a matché à ce moment-là avec des industriels suisses qui se sont dit, on va investir sur la situation de Pomacle pour 3 raisons, la biomasse, le savoir-faire et la recherche-innovation de proximité avec l'URCA, CEBB. C'est vraiment l'écosystème qui les a séduits. Et alors aujourd'hui, en termes de perspective, c'est quoi les perspectives d'un groupe comme Givaudan aujourd'hui sur le territoire du Grand Reims et notamment à Bazancourt-Pomacle? Alors Givaudan a quand même développé toute son industrie sur la chimie. Givaudan prend un énorme virage aujourd'hui sur le naturel parce que c'est une demande du consommateur. Et finalement, la base de la chimie verte développée par ARD initialement et puis de la fermentation est devenue un axe de développement très fort. Et donc, il se repose beaucoup sur énormément de startups qui sont plus ou moins grosses. Je prendrais une californienne comme Améris, mais une autre comme Alderis qui a été rachetée dernièrement et qui est en région parisienne. Donc, des startups sur la bioengineering pour pouvoir accélérer en fait la transition vers des molécules d'origine naturelle via des intermédiaires de fabrication que sont les micro-organismes, utilisant la biomasse renouvelable que sont les sucres, pour résumer. Et à partir de là, leur stratégie est dessinée, c'est de pouvoir mettre en place ces molécules naturelles à partir du moment où elles ont du sens au niveau biochimique et à partir du moment où il y a un marché et une demande de ce marché. Donc on est sur Reims, sur une plateforme qui a toutes ses chances de devenir potentiellement le centre de la bioéconomie pour Givaudan mondial de savoir-faire en fermentation, parce qu'il y a un réseau, notamment avec ARD à côté, notamment avec les universités CEBB, et ce réseau est un réseau extrêmement fort. On développe, on transforme de façon rapide, parce qu'on a des gens qui ont 30 ans d'expérience dans le domaine. Voilà, et en tout cas, merci beaucoup. Alors, on s'était engagé à tenir une petite heure et on est sur le timing. Alors, je sais que vous avez prévu de rester aussi un petit peu s'il y a des questions. On n'avait peut-être pas forcément prévu d'avoir des questions de la salle. En tout cas, moi, je voulais vraiment vous remercier. Je pense qu'on peut les applaudir.
Et peut-être pour juste terminer cette table ronde, si vous avez peut-être les uns et les autres un petit mot à rajouter de façon très courte, finalement, bioéconomie, Grand Reims, territoire, innovation, c'est quoi finalement le dernier message que vous voulez faire passer, et notamment aux startups qui sont présentes, et notamment celles qui se posent la question de savoir si le Grand Reims, la bioéconomie, c'est fait pour eux ou si c'est pas fait pour eux. On reprend dans l'ordre, Christophe ? Il faut qu'il y en ait un qui commence. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a un écosystème absolument exceptionnel où tout est prêt pour accueillir les startups. Il n'y a qu'à venir. La volonté politique est là, l'historique est là. La recherche est fédérée, les industriels sont fédérés, la formation est fédérée. On n'a pas parlé de formation, mais il y a tout ce qu'il faut aussi en termes de formation, parce que bioéconomie dit nouvelle technologie et donc dit nouveaux métiers. Et donc on a les formations qui sont là. Et donc on a les partenaires qui sont là à tous les niveaux. Et donc je dirais que voilà, c'est l'avenir en bioéconomie, il est sur notre territoire, qu'on est par ailleurs géographiquement extrêmement bien placé à l'échelle européenne et finalement proche de Paris, de Bruxelles, et donc on a accès très facilement à l'international, tout niveau, même au-delà de l'Europe, et que voilà, on ne peut qu'être optimiste sur le développement de notre territoire, en lien notamment avec la bioéconomie pour les décennies à venir. Merci Christophe. Anne ? Merci beaucoup Guillaume. Donc effectivement, je ne peux que vous dire combien nous avons un cœur de vous soutenir. Et ça, c'est vraiment important, en fait, parce que je pense que sur tous les territoires, on ne trouve pas forcément cette envie de faire à ce point, de vous donner les éléments, en fait, pour vos startups, pour vos entreprises, avec de la recherche. Alors, j'ai noté tout à l'heure, Christophe, que tu disais 300 chercheurs, j'avais 200. Donc, ça fait 50% en plus, c'est énorme. Donc, 50% en plus de recherche par-ci, d'autres personnes qui vont vous aider par là. On est véritablement un territoire qui va vous accueillir et vous aider. Et quand on crée son entreprise, pour l'avoir fait moi-même pendant 15 ans, j'étais à mon compte également, je sais combien c'est important et que ça n'a pas de prix. Vous avez là des personnes que vous pouvez contacter directement. Demain, vous avez un souci, c'est ce que font certains chercheurs. Ils nous appellent, tant Guillaume que chacun d'entre nous, que moi-même également. Nous sommes là pour vous et surtout n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous aider. Merci beaucoup, Anne. Paul ? Oui, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, avec lequel je suis complètement en ligne. Il y a effectivement tout sur le territoire, donc que ce soit de la recherche, que ce soit des infrastructures, que ce soit des réseaux, des entreprises. Donc il y a tous ces éléments qui sont fédérés et qui travaillent bien ensemble. Donc ça, c'est un atout évidemment indéniable. Je rajoute juste le fait qu'il y a des retours d'expérience de start-up. C'est-à-dire qu'en gros, on peut se poser la question de que peut devenir un projet de création d'entreprise parmi ces gros acteurs, ces grosses structures. Eh bien, on a des retours d'expérience aussi de modèles économiques, de modèles de développement. Et tout ça, ça peut inspirer des projets de création d'entreprise. Tout à fait, merci beaucoup Paul. Kevin ? Comme tout le monde, c'est vrai que je vais le redire, mais c'est un écosystème dynamique et favorable à l'implantation de start-up et notamment sur un point précis qui est quand même le transfert technologique qui peut être permis chez nous. On l'a vu avec l'exemple finalement de Soliance et de Givaudan. Mais voilà, chez nous, les projets peuvent démarrer à l'Université de Reims au sein du CEBB et ensuite on a la possibilité de faire la montée en échelle sur la bioraffinerie pour des projets en biotechnologie et en bioéconomie chez ARD, et voir ensuite, pour aller plus loin, les startups peuvent s'implanter, que ce soit sur la bioraffinerie, ou on n'en a pas parlé ici, mais par exemple sur le Reims Bioéconomie Park de la Chambre de commerce et d'industrie de la Marne. Il reste un peu de foncier pour ceux qui veulent s'implanter. Oui, alors pour Givaudan, je pense que le point important, c'est réseau et open innovation. On est vraiment dans ce système-là. Les groupes ne peuvent plus rester seuls pour innover. Il faut aller vite. On a besoin des startups parce qu'ils ont cette énergie, cette capacité à trouver les raccourcis et aller beaucoup plus vite que dans les structures où tout est relativement quand même structuré, voire dans des protocoles un peu rigides. Et donc, je pense que l'alliance entre start-up et groupe est vraiment nécessaire pour pouvoir avancer rapidement, puisque certains ont quand même le marché, les capitaux, et d'autres ont les idées et la vitesse. Et la vitesse, on le voit bien par rapport à la concurrence mondiale que nous avons, c'est un facteur clé de succès. Merci beaucoup et ce sera donc le mot de la fin. Encore merci pour avoir suivi cette table ronde avec nous. Merci à nouveau à nos intervenants qu'on peut à nouveau applaudir. Et puis bon appétit à toutes et tous et bonne continuation pour cette journée consacrée aux startups.